Aujourd'hui, le sujet, c'est de partager avec vous, on va faire un peu une revue de tendance autour du secteur alimentaire, en passant en revue un peu les attentes du mangeur d'aujourd'hui, du nouveau mangeur, dont les attentes n'ont cessé d'évoluer on va dire même 20 dernières années. Et puis de voir comment les marques, comment le secteur alimentaire a bougé, comment les marques se sont adaptées pour répondre aux attentes du nouveau mangeur. Un petit mot sur la Link Up Factory. Je pense que la plupart d'entre vous nous connaissent. On accompagne les marques et les entreprises dans leur stratégie de contribution au développement durable à travers différents métiers. On accompagne des démarches RSE pour leur structuration, leur animation et leur communication. On accompagne également des stratégies RSM, RSM pour responsabilité sociétale de la marque, pour définir et développer la raison d'être, ou la stratégie et l'expression créative des marques engagées. Donc, on accompagne les marques dans leur démarche d'engagement et dans leur expression de cette démarche d'engagement. Et le lab, sujet sur lequel on reviendra justement la semaine prochaine, c'est vraiment accompagner des projets pilotes de recherche autour du changement de comportement et des nudges. Voilà. On est adhérent Global Compact et on est certifié B Corp. Voilà pour le petit mot d'introduction. Moi, je suis Isabelle Donat, je suis directrice générale adjointe à la Link Up Factory. Et aujourd'hui, je présente ces éléments de partage avec Virginie. Virginie, je te laisse peut-être. Oui, bonjour à tous. Virginie, consultante ingé à Link Up Factory. Voilà. Donc, pour ce panorama, on va commencer par revenir rapidement sur les 20 dernières années, puisque depuis le début des années 2000, qui ont été marquées en France notamment par le lancement du premier PNNS, les choses ont beaucoup bougé sur le secteur alimentaire et ont finalement, en interaction avec les attentes du nouveau mangeur, ont modelé un peu ces attentes. Et aujourd'hui, on est un peu héritier de toute cette histoire de la nutrition dans le secteur alimentaire. Le début des années 2000, comme je le disais à l'instant, c'est le lancement en France du PNNS, c'est le début ou en tout cas c'est le moment où les allégations nutritionnelles, les allégations de santé, les valeurs nutritionnelles étaient très présentes. Beaucoup de marques se sont positionnées sur ce sujet. C'est le moment où on a la grande explosion des produits allégés. C'est les GDAs, les valeurs nutritionnelles qui ont été ensuite cadrées par la réglementation. Donc, c'est une période où on a vu vraiment la nutrition fonctionnelle très fortement présente sur toute une partie des produits. Et on était dans une approche très, très fonctionnelle et très un peu technique de la nutrition. Les années 2010, c'est les années où est apparue la notion de sain et l'avènement du sang, le clean labeling. C'est les années stars du clean labeling qui ont trouvé leur aboutissement avec Yuka, qui est apparu ces dernières années. Donc, c'est vraiment la recherche de la naturalité, la suppression des ingrédients, des additifs et qui sont devenus au fil du temps des ingrédients controversés. Donc c'est quelque chose qui n'a cessé de monter depuis le début des années 2010, qui est encore très haut dans l'agenda des consommateurs aujourd'hui, puisque le succès de Yuka en témoigne et Yuka ne parle pas que de clean labeling, mais c'est quand même un point très important et un élément de recherche très important pour les consommateurs qui utilisent cette appli. Donc les années 2010, c'est vraiment l'ère du clean labeling et ça n'a cessé de croître depuis. Mais ce qu'on a vu émerger dans les années 2018-2019, c'est la recherche des ingrédients, de la naturalité des ingrédients et de ce qu'on appelle la densité nutritionnelle naturelle des ingrédients. Donc vraiment essayer de trouver dans la naturalité des bénéfices nutritionnels naturels, sans adjuvants, sans transformer les choses. Donc c'est vraiment la recherche de fraîcheur, les céréales complètes, la superfood, tous ces ingrédients naturellement porteurs de promesses nutritionnelles comme les graines de chia,
les graines de lin, etc. Donc toute cette vague des super aliments, des super fruits, des super légumes qu'on retrouve à travers là, les exemples qui sont à l'écran avec Harris, Beau et Bon, les graines de lin et tournesol, ou toute cette vague aussi du snacking sain qui se repose sur des ingrédients à haute valeur énergétique, mais tout ça avec énormément de naturalité, dans la continuité de cette recherche de naturalité héritée des années 2010. Et puis, ce qu'on voit émerger aussi depuis quelques temps, c'est la tendance au food bashing et le rejet des produits ultra transformés, avec cette envie de fait maison, sans forcément que ce soit lié à un retour massif en cuisine, mais en tout cas la recherche de produits les plus simples et les moins transformés, et avec cette classification Nova qui nous est arrivée récemment, qu'on commence à voir apparaître dans certaines applis, sur certains sites de décryptage, et puis des études aussi qui pointeraient l'appauvrissement de la qualité nutritionnelle des produits ultra transformés. Donc ce rejet de tout ce qui pourrait sortir d'une usine agroalimentaire et qui serait vu comme trop transformé, donc avec un effet néfaste sur la santé. Ce qui est important, c'est qu'on voit qu'il y a toujours une recherche de santé, il y a toujours cette conscience chez les consommateurs que l'alimentation est pourvoyeur de santé, mais la manière dont ils cherchent à répondre à ce besoin de santé a évolué au fil du temps. La nutrition fonctionnelle a laissé la place à la naturalité. La naturalité elle-même s'est transformée au fil du temps, en passant par le rejet des substances controversées, en allant vers la recherche d'ingrédients naturels les plus intéressants sur le plan nutritionnel. Donc on a aujourd'hui un mangeur qui a des exigences renforcées, qui au fil de toutes ces années a changé dans sa perception de son alimentation, a évolué au fil des informations, évidemment des crises sanitaires et alimentaires que nous avons rencontrées au fil de ces décennies. Et aujourd'hui, il est très informé, il est très aguerri, il est très exigeant. Il a effectivement ce réflexe aussi pour beaucoup d'entre eux, les consommateurs ont ce réflexe de se référer aux applis de screenage et de décodage. Et donc, il a fait, par ses attentes, évoluer le contrat de base pour toutes les marques alimentaires, contrat de base auquel les marques ont bien sûr répondu au fil du temps, mais on a un contrat de base aujourd'hui qui est augmenté, qui est renforcé, avec de nombreuses attentes, et il est assez compliqué aussi de savoir comment prioriser, comment développer les engagements les plus pertinents pour répondre à ce mangeur aux exigences renforcées. Mais ce mangeur, ce qui est intéressant aussi à considérer, c'est que c'est pas un robot. On est tous des êtres humains faits d'émotions, soumis à des influences multiples. Et il n'est pas uniquement dans un calcul et dans une rationalité. Oui, il va faire appel à Yuka. Oui, il va essayer de rationaliser ses choix. Il va essayer de se définir ses propres critères lorsqu'il va faire ses courses. Mais évidemment, il n'est pas que rationnel. Ses choix ne sont pas que étayés, et il est aussi, bien sûr, comme nous tous, en tant que consommateurs, un peu perdu aussi dans les choix qu'il doit faire. C'est un être sous influence multiple, des influences d'abord culturelles. On est tous le fruit d'une culture, de par notre histoire, de par notre environnement social, notre environnement familial, et notre alimentation est éminemment, évidemment, culturelle. Donc ces choix vont être orientés par sa culture, par le lieu où il vit, par là où il vient, sa région d'appartenance, sa région d'ancrage, ses influences familiales et culturelles. C'est évidemment, nous sommes des êtres sensoriels et l'alimentation est éminemment sensorielle, donc ça va passer par bien sûr des choix raisonnés, mais aussi la vue, le toucher, l'odorat. Donc évidemment les sens sont très importants, on en reparlera un tout petit peu après, mais on est guidé dans nos choix alimentaires par nos sens, bien entendu. Nous sommes tous des mangeurs instinctifs. Par moment, on est rationnel, par moment, on se veut raisonnable, et on raisonne notre alimentation. Et puis, évidemment, on a des coups de cœur, on a des envies, et donc on va aussi répondre à des choses beaucoup plus instinctives et moins rationnelles. Le mangeur est évidemment suspicieux
C'est quelque chose qu'on a cessé de voir monter et tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont dans le secteur alimentaire le savent très bien. On doit faire face à cette défiance qui n'a cessé de croître vis-à-vis du secteur agroalimentaire et défiance à laquelle il faut répondre et à laquelle il faut arriver à apporter des nouveaux éléments pour nourrir la confiance. C'est un être social, le mangeur est évidemment, le fait de manger, c'est un acte social. Donc la norme sociale va beaucoup influer aussi la représentation que je donne quand je reçois, quand je partage un repas, les attentes de mes convives, la commensalité étant très très forte en France, ce qui va se dire autour de la table sur ce qu'on est en train de partager, ce que chacun va avoir décidé de faire, de changer dans son alimentation, va influencer évidemment le choix du mangeur et il est très perméable aussi à cette norme sociale autour de l'alimentation. Et cette norme sociale, évidemment, elle évolue en permanence. Et puis, c'est un être inconstant, il va vouloir une chose aujourd'hui, son contraire demain. Les consommateurs sont très versatiles, les nouvelles générations le sont encore plus certainement, avec un attachement à certaines marques, mais une capacité aussi à la quitter, à l'abandonner, à en changer quand on se sent déçu, quand on se sent trahi, quand on a l'impression que le contrat n'a pas été respecté. Donc, c'est un consommateur qui est aussi de plus en plus inconstant, il est sursollicité, donc il est très versatile. Et puis, c'est un consommateur qui est curieux, qui a envie de nouveautés, qui a envie de changer, qui se lasse très vite, peut-être de plus en plus vite, qui va avoir soif de nouvelles expériences, de nouvelles découvertes, de nouvelles sensations. Donc, il faut composer avec tout ça. Certaines dimensions vont prendre le pas sur d'autres à certains moments de sa vie, selon sa génération, selon le moment, l'époque. On va plus ou moins suivre l'une ou l'autre de ces dimensions. Donc, sous quel prisme comprendre ce nouveau mangeur ? On a retenu un certain nombre de dimensions, c'est pour un peu synthétiser tout ça. Et c'est Virginie qui va vous présenter cette partie-là. J'essaye de suivre. Virginie, ton avancée, tu me dis si je ne vais pas assez vite. Ça marche. Merci Isabelle. Donc en effet, sous quel prisme prendre ce nouveau mangeur? Donc on a retenu ici 4 dimensions qui nous semblent pertinentes à avoir en tête. Donc la première, c'est l'hédonisme. Donc effectivement, le goût reste le driver numéro 1 du consommateur dans ses choix alimentaires en France, mais pas qu'en France. Des études récentes et internationales, comme par exemple une étude qui a été menée par l'Université de Stanford aux États-Unis, ont montré qu'une description sensorielle des plats versus une description plus, on va dire, traditionnelle, ou en tout cas plus nutritionnelle, conduit à une plus grande satisfaction chez le mangeur. Et cette satisfaction, elle n'est pas seule, puisqu'elle est aussi accompagnée d'une plus grande satiété, avec un consommateur qui va avoir aussi tendance à consommer des plus petites portions. Ce qu'on observe aussi, c'est que ce nouveau mangeur, il serait prêt à payer un prix plus élevé quand il est face à un plat qui est du coup décrit de manière sensorielle. Donc c'est un driver qu'il faut aussi avoir en tête pour une consommation plus saine. La deuxième dimension qu'on a retenue, c'est l'évolution des modes de vie. Donc effectivement, les attentes du nouveau mangeur changent parce qu'en fait, les modes de consommation alimentaire changent avec son mode de vie. Donc par exemple, le snacking se développe et continue à se développer en France. On a 44% qui snackent à l'heure du goûter selon l'Observatoire du snacking. On a une consommation nomade qui grandit aussi, avec une particularité en France quand même qui est l'importance donnée à la convivialité et aux produits sains. Donc c'est ce qu'on appelle le fast casual. C'est donc manger sur le pouce, ok, mais pas manger n'importe quoi. Donc l'inverse, en tout cas la version healthy et naturelle du fast food. Et le dernier point, c'est une réinvention du repas partagé. Donc en lien avec cette convivialité qui est si chère aux Français et qu'on connaît tous, les repas partagés se réinventent. Donc on passe moins de temps en cuisine, on doit passer moins de temps en cuisine ou on souhaite passer moins de temps en cuisine, mais on a toujours envie de recevoir, de partager des repas et de se rassembler avec sa famille, ses amis. D'où la montée par exemple de la tendance des apéros dînatoires et une augmentation du près de 3% du chiffre d'affaires du segment apéritif observé en 2018. La troisième dimension, c'est l'envie d'ici et d'ailleurs.
Isabelle, je veux bien que Pardon. tu… Je vois qu'il y a Merci. une première question, peut-être j'y réponds tout de suite, qui nous est posée pour savoir si le prix n'est-ce pas toujours le premier driver pour la majorité des mangeurs. Ce qu'on a vu ce qu'on voit dans beaucoup d'études, c'est que quand même chez une partie des consommateurs, l'importance du prix régresse face à d'autres critères comme la qualité des aliments. Et après, ils mettent beaucoup de choses derrière la qualité, donc ce serait difficile à résumer là. Pour certains, l'engagement des marques. Donc, le prix reste un driver et le premier driver pour une partie des consommateurs, mais pas pour tous. Et c'est quand même, depuis quelques années, un point qu'on voit régresser. Mais le goût en France, pour faire son choix, est un point très important, a toujours été très haut et reste un point très, très important comme critère de choix. Donc pour continuer sur ces dimensions du nouveau mangeur, en tout cas à prendre en compte pour comprendre ce nouveau mangeur, donc la troisième qu'on a voulu mettre en avant ici, c'est l'envie d'ici et d'ailleurs. Donc on a un mangeur qui est tiraillé entre d'un côté ce qu'il connaît, donc l'ancrage culturel, local des produits. On a 63% des Français qui privilégient régulièrement la consommation de produits régionaux. Et de l'autre, sa soif de découverte, de nouveauté. On a 85% des Français qui aiment goûter de nouvelles saveurs et tester de nouveaux produits. Et c'est ce qui explique notamment la progression de la vente des produits exotiques en grande surface. Et enfin, donc la quatrième dimension qu'on a appelée la quête de sens. Donc une quête de sens qui est aujourd'hui omniprésente dans le choix de ce nouveau mangeur. C'est quelque chose qui ne cesse de monter, on le voit tous dans les études récentes. Une quête de sens avec, pour nous, trois volets derrière. Donc l'environnement, bien sûr, avant tout, avec le changement climatique qui est devenu une préoccupation majeure du consommateur, mais aussi le bien-être animal hein, qui ne cesse de monter encore et toujours. Et enfin, le social, avec notamment une envie d'une plus juste rémunération des agriculteurs et des éleveurs. Donc, 4 dimensions de ce nouveau mangeur à croiser pour satisfaire ces attentes, en tout cas pour les marques, pour construire leur discours de marque engagée. Donc, face à ce contexte en perpétuelle évolution, face à ce mangeur dont les attentes n'ont cessé de croître et de se surajouter les unes aux autres, les marques alimentaires ont bien sûr bougé, évolué et tenté de répondre à tout ça en prenant un certain nombre d'engagements. Et donc, on a recensé 10 grandes tendances des marques alimentaires pour faire un panorama des réponses qui sont apportées à ce nouveau mangeur. La première grande tendance pour répondre à ce mangeur inquiet et défiant, c'est prévenir plutôt que guérir. Donc tout d'abord, le retour de la nutrition, j'en ai parlé tout au début, on a eu un début des années 2000 avec une nutrition très forte, très haute. Ensuite, la nouvelle nutrition, c'était plutôt la naturalité. Aujourd'hui, la naturalité est toujours très haute. L'attente d'ingrédients frais et porteurs de promesses nutritionnelles, mais avec le Nutri-Score et avec la démarche de certains acteurs, la nutrition aussi plus au sens nutritionnel strict du terme, est revenue aussi. C'est donc l'engagement pionnier, enfin un des premiers à avoir pris cet engagement, c'est Fleury Michon à avoir adopté Nutri-Score, mais qui maintenant est présent sur beaucoup de produits alimentaires. C'est la démarche autour des portions de Nestlé, qui est une démarche qui existe depuis plusieurs années, mais qui commence vraiment à se déployer maintenant et à être visible pour le consommateur. Donc la nutrition, avec le Nutri-Score, avec la logique fréquence-portion, revient et vient compléter cette vision nutritionnelle un peu complète et un peu plus complexe aussi qu'a le consommateur aujourd'hui. C'est en réponse à cette tendance et à cette attente de superfood et d'ingrédients naturellement riches en bons nutriments, des produits boosters de forme. C'est le cas de cette gamme de smoothies d'Innocent qui ont une promesse vraiment liée à la santé, à l'énergie, voilà, sur une logique un peu détox, on va dire, ou énergisante.
mais tout ça à base de super fruits ou de super légumes et de super ingrédients. C'est la gamme Bjorg BioNutri Plus qui croise à la fois les céréales complètes et des ingrédients vraiment intéressants sur le plan nutritionnel comme les graines de lin ou les graines de chia. Et puis c'est toute cette vague, enfin tout ce marché des compléments alimentaires qui se porte très bien, qui permet on va dire, de croiser un concentré en fait d'énergie ou de bénéfices avec une vision assez naturelle puisque les ingrédients naturels de ces compléments sont très mis en avant hein, par les fabricants. Donc ça va être la propolis, le charbon végétal, etc. On en a plein nos parapharmacies. Donc c'est vraiment l'idée de pouvoir renforcer soit mon système immunitaire, soit ma forme grâce à la naturalité et au pouvoir des ingrédients. Et puis, ça va être la garantie face aux substances controversées. Ça, c'est quelque chose qui est très fort. Beaucoup de sujets, beaucoup de substances rejetées par les consommateurs et que les marques, desquelles les marques décident de s'affranchir et mettent en avant cette promesse-là. Une grande montée des produits sans résidus de pesticides, qui a beaucoup été mis en avant par Saveol sur ses tomates, mais qu'on retrouve aussi maintenant sur d'autres produits. C'est la gamme Kiddy Fruits lancée par Andros l'année dernière, qui a une promesse de sans résidus de pesticides très mise en avant et qui se joint aussi à d'autres promesses plus nutritionnelles. C'est le rejet des OGM aussi, qui est très forte en France, avec notamment la question de l'alimentation animale, qui est un sujet qui ne cesse de monter, qu'on a vu beaucoup être relayé sur les packs de toute la filière volaille, qu'on voit arriver aussi sur la filière bovine. Donc cette idée aussi que l'alimentation animale doit être clean, puisqu'il y a un effet miroir entre ce qu'a mangé l'animal et ce que moi je vais manger en tant que consommateur. Donc ce refus des substances controversées, il est très fort. Il y a de nombreuses substances. Il y a aussi eu le dioxyde de titane. Voilà, donc un certain nombre d'additifs, mais il y a d'autres choses aussi liées aux conditions de culture et des promesses qui sont faites en front of pack sur ce sujet. Alors, le végétal, c'est une tendance qui n'est pas nouvelle. Le végétal monte et doit monter dans notre alimentation, prend de plus en plus de place. Mais il est aussi un peu de sortie de sa niche, ce végétal, pour toucher pas uniquement des gens prêts à faire des efforts et des gens prêts à renoncer à certaines choses et à changer assez fondamentalement leur alimentation. Aujourd'hui, on a un peu une nouvelle génération de produits végétaux qui sont plus gourmands, certainement plus accessibles à tous, avec notamment cette nouvelle génération de substituts de viande qui nous viennent plutôt des US, avec des produits à base de végétal qui vont être très proches en termes de visuel, mais aussi de goût, d'expérience de consommation avec la consommation de viande. Donc on a vraiment une nouvelle génération de pâtis végétaux qui arrive, notamment Beyond Meat qui est maintenant distribué en France et le Impossible Burger qui aujourd'hui n'est pas encore disponible ici, mais qui est développé depuis un certain temps aux États-Unis. Ils en sont déjà à la version 2.0 qu'ils ont présentée cette année, et donc avec des résultats assez bluffants en termes de goût et d'expérience sensorielle. C'est aussi les gourmandises végétales qui ont vraiment fait beaucoup bouger le rayon UF depuis 1 ou 2 ans, avec l'arrivée de toute cette offre de produits de desserts végétaux à base de lait d'amande, de lait de coco, qui sont venus un peu bousculer le rayon qui était un petit peu préempté par les desserts à base de soja. Avec des promesses de gourmandise, des promesses de goût, une variété. C'est un rayon qui a vraiment beaucoup bougé, avec un driver de gourmandise vraiment très fort sur toutes ces nouvelles offres, avec évidemment le gourmand et végétal d'Andros qui était un des premiers. Et puis les légumineuses aussi, qui font une percée peut-être un peu plus timide, mais qui se réinventent aussi pour être plus gourmandes, plus joyeuses, plus aspirationnelles.
et pour venir un petit peu dans différents rayons exister sous d'autres formes pour essayer de séduire les consommateurs. Donc on voit qu'on a un végétal qui continue de monter et qui se réinvente pour vraiment venir séduire des consommateurs qui n'auraient pas envie de faire un compromis sur le goût et sur le plaisir. Troisième tendance, raconter ses origines. Là aussi, c'est pas nouveau. L'attente de transparence, l'attente de traçabilité est très forte. Et donc la réponse apportée par les marques existe depuis un moment. C'est quelque chose qu'on voit depuis longtemps, mais qui ne cesse, là encore, de progresser, de se réinventer, de se spécifier. Et un consommateur qui en attend toujours plus. Et qui a vraiment besoin pour avoir ce sentiment de reprendre le contrôle de son alimentation, qui est très, très forte, de savoir que les choses sont maîtrisées, que les choses sont tracées, qu'il peut vérifier, s'informer par lui-même. Et évidemment, comme le disait Virginie tout à l'heure, il y a toujours cette attente de local, de produits français, local, ultra local. C'est à la fois l'idée que les choses sont maîtrisées, l'idée qu'en France, on a des normes très strictes et que des produits français seraient mieux contrôlés. Évidemment, l'envie de soutenir les producteurs locaux et la production locale, quelque chose qui va être encore plus forte après la crise qu'on est tous en train de traverser. Mais il y a aussi très certainement cette idée de maîtrise et cette idée que les choses sont sous contrôle quand elles sont en proximité. Donc il y a des réponses. Alors là, on aurait pu mettre énormément d'exemples. Beaucoup de choses sont faites pour répondre à cette attente. On a choisi ces deux exemples-là parce qu'on est vraiment dans l'ultra local, la très grande proximité. Donc c'est des exemples intéressants de ce point de vue-là. Danone aux fruits d'ici, hein, on a une promesse de très très grande proximité à la fois concernant le lait, les fruits autour des sites de transformation, avec vraiment une origine régionale. Et puis Intermarché qui a proposé c'est un projet expérimental, mais de montrer avec un étiquetage approprié sur certains produits d'où venaient les ingrédients, où était fabriqué le produit. Et donc c'est là encore une logique de rayon ultra proche et ultra local. Mais quand on n'est pas ultra local, et évidemment une partie de notre alimentation ne l'est pas et ne pourra pas l'être, on a des moyens de répondre avec une transparence maximisée. Et c'est tous ces projets de blockchain qu'on a vu aussi émerger, avec Carrefour qui a été le premier à dégainer sur la blockchain avec le poulet, mais qui maintenant en a fait un de ses actes, de l'acte for food, de développer la blockchain sur différentes filières alimentaires. C'est Mousseline avec Carrefour justement qui a développé cette transparence poussée jusqu'au bout avec la blockchain et donc ce principe de QR code on pack. Et c'est plus récemment la Berry qui le fait sur certaines de ses références. De saumon pour permettre, là encore, aux consommateurs de vraiment remonter jusqu'à la localisation sur les fermes aquacoles et donc de pouvoir voir en toute transparence et via cette technologie infalsifiable et ouverte et renseignée par les différents maillons de la chaîne, d'où vient mon produit, comment à chaque étape, par qui il a été produit ou transformé. Donc on est dans une transparence poussée jusqu'au bout. Le soutien aux producteurs, quelque chose qui est très important. Il y a une attente d'éthique, il y a une attente de juste rémunération. Il y a quelque part chez le consommateur cette envie d'être sûr que le soutien qu'il apporte va dans la bonne poche. Donc c'est évidemment c'est qui le patron qui avait dans son contrat de multiples promesses, mais c'est probablement cette juste rémunération du producteur qui a été le driver le plus fort et ce qui a été retenu par une majorité des consommateurs. Et cette idée aussi que je suis capable, pour revenir sur la question du prix qui a été soulevée tout à l'heure, je suis capable de mettre un peu plus d'argent, mais à condition que ça aille dans la bonne poche. C'est un sujet sur lequel on débat très souvent, nous, avec nos clients, parce que les consommateurs se disent prêts à payer plus. Dans beaucoup d'études, les consommateurs se disent prêts à payer plus cher pour un produit qui serait plus éthique, plus engagé, etc. Et puis, nos clients nous disent oui, mais dans les faits, en fait, ils ne le font pas. Donc oui, c'est vrai, on a pu le constater, nous aussi, sur certaines démarches. Ils ne le font pas toujours.
D'abord, le consommateur n'est pas un et unique. Certains sont prêts à le faire, d'autres ne sont pas encore prêts. Ils sont prêts à le faire quand la marche n'est pas trop haute. Et c'est pour ça qu'on a vu ce succès sur le lait, parce que ça reste un produit relativement accessible. On l'a vu aussi sur les œufs, qui reste un produit très accessible. Donc même avec quelques centimes de plus, l'effort n'est pas trop important. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi cette défiance de savoir si, en payant plus cher, je vais être sûre que mon soutien va à la bonne personne. Et c'est très certainement aussi ça qui a été le succès de C'est qui le patron. Je sais que c'est en chaîne courte, je sais que c'est en lien direct et que l'argent, entre guillemets, ne va pas servir des intermédiaires, mais la bonne personne. Voilà, ça c'était un point important sur cette question du prix aussi. Sur voilà, donc après c'est aussi l'engagement Capri Bell qui a été un engagement vraiment conjoint et collaboratif avec les producteurs et endossé par ces différentes marques sur un engagement sur le prix du lait. C'est aussi la démarche donc le BENS, qui est une démarche sur le riz basmati très large. Avec beaucoup de choses, mais un accroissement du revenu des riziculteurs de plus de 32%, qui a aussi été mis en avant sur cette démarche. Et puis là, l'exemple de Faire Bien, mais il y a aussi d'autres acteurs qui le font, l'affichage on-pack sur la juste rémunération des éleveurs et un reversement d'un pourcentage de chiffre d'affaires directement pour soutenir les éleveurs. Là, en l'occurrence, ce sont les éleveurs bio, mais qui permet aux consommateurs d'avoir quelque chose de tangible et de voir que son action a un effet sur les producteurs locaux. Donc ça, c'est quelque chose de très fort et qui prend différentes formes aujourd'hui, mais qui reste une tendance très forte et très intéressante. La bientraitance animale, on en a parlé tout à l'heure, c'est un sujet qui n'a cessé de croître, qui continue de monter. On a beaucoup de Français dans les études, on le voit, c'est très fort, qui sont opposés à l'élevage dit industriel, qui souhaitent vraiment que la bientraitance animale soit un engagement fort. Et il y a beaucoup de démarches et beaucoup d'initiatives, à la fois revoir les standards avec cette petite marque qui vend du lapin et qui a un peu, entre guillemets, coché de nombreuses cases sur l'élevage de lapins et aussi la juste rémunération des producteurs, justement, avec voilà, des démarches un peu innovantes sur des lapins qui sont en semi-liberté, qui vont avoir le respect pardon, de leurs besoins naturels, les 5 libertés, etc. C'est s'appuyer sur des avancées technologiques. Il y a un mouvement qui commence à prendre de l'ampleur pour éviter le broyage des poussins autour du sexage innovo. Donc là, la technologie va peut-être permettre de résoudre un problème majeur de la filière avicole avec le fait de pouvoir éviter justement l'éclosion des poussins mâles et de résoudre ce problème-là qui est un problème important et dont les consommateurs sont maintenant informés. Donc c'est Poulaos d'un côté qui a commencé à adopter cette technique-là de manière pilote, et puis Loué et Carrefour aussi qui ont annoncé s'associer à une entreprise permettant de faire ça. Et puis, dans la lignée des nouveaux étiquetages, l'étiquetage développé par l'enseigne Casino est maintenant adopté aussi par Loué très récemment pour permettre d'étiqueter le produit en fonction de son niveau de bien-être animal. Et là, Loué avec sa dernière campagne qui rebondissait sur les municipales, vient d'annoncer que tous leurs producteurs avaient atteint le niveau A de cet étiquetage. Donc, c'est aussi une manière de pouvoir donner quelque chose de tangible au consommateur sur ce sujet qui est très important pour lui. J'entends, il y a un micro qui n'est pas désactivé, j'entends du bruit. Et donc, cet étiquetage est une manière d'objectiver un peu les choses aussi
parce que ce sujet du bien-être animal est éminemment passionnel, avec beaucoup d'anthropomorphisme. Donc, c'est un sujet sur lequel il n'est pas facile de se positionner pour les marques. Mais voilà, là, ce sont des exemples de marques qui ont essayé de prendre ce sujet à bras-le-corps et d'y apporter une réponse objectivée, rationalisée et de pouvoir montrer leurs engagements. Virginie, je te passe peut-être la parole à Oui. partir de... Donc, sixième tendance qu'on va regarder ici, c'est donc promettre du bio et plus encore. Donc aujourd'hui, on a de plus en plus de marques qui proposent d'offrir du bio. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a de plus en plus qui souhaitent aussi s'engager, donc au-delà de proposer des produits bio, de s'engager aussi aux côtés des agriculteurs qui travaillent avec eux pour accompagner justement cette conversion au bio. Donc c'est le cas des exemples qu'on a mis à l'écran, comme par exemple le Picard ou le fromage de Margaux ou encore Dossi, qui s'engagent à soutenir les éleveurs ou les agriculteurs dans cette conversion à l'agriculture biologique et donc à aider à financer en fait les changements qui sont nécessaires pour faire cette conversion. Pour détailler un exemple récent, c'est le cas par exemple d'Aussi. Donc, la coopérative avait lancé en juin dernier une campagne participative pour créer sa première gamme de légumes en conversion, justement. Donc, c'était une campagne participative parce que les consommateurs étaient invités à justement collaborer à la construction de cette gamme. Donc, aujourd'hui, c'est une gamme qui reverse 14 centimes supplémentaires par bocal aux agriculteurs. Donc, c'est Dossi qui s'engage à reverser cette partie. Et pour continuer dans ce soutien des agriculteurs sur l'agriculture biologique, récemment, Dossi a lancé sa toute première gamme bio engagée, qui, elle, cette fois-ci, reverse 7 centimes aux agriculteurs par bocal. Donc, on a vraiment des marques qui souhaitent, au-delà d'apporter une offre bio qui est une des réponses aux attentes des consommateurs, s'engager aussi sur un volet plus social pour soutenir cette transition agricole. Le Beyond Bio aussi, donc des marques qui souhaitent aller au-delà en fait de ce cahier des charges de l'agriculture biologique. C'est le cas par exemple de Bonne Terre qui affiche notamment ici sur son site internet l'exigence, on va dire, renforcée de leur cahier des charges par rapport au cahier des charges du label AB, avec, en intégrant notamment des critères qui ne sont pas couverts par le cahier des charges de l'agriculture biologique. Ou on peut aussi citer Björg qui a lancé très très récemment un nouveau produit dans ses gammes pour enfants, qui est un produit donc bio, bien sûr, puisque c'est la thématique de cette slide, mais qui apporte ici d'autres promesses, avec des produits moins sucrés, sans huile de palme et faits à partir de céréales complètes. La septième tendance, donc accompagner la révolution agricole. On a une multitude de nouveaux modèles agricoles qui se développent et les marques ont un rôle actif à jouer pour développer et surtout promouvoir ces nouveaux modèles agricoles. Il y en a qui ne sont pas récents, mais en tout cas, ce qui est récent, c'est la mise en avant de ces modèles agricoles aussi par les marques et le fait que les marques souhaitent s'engager aussi de plus en plus sur cette multitude justement de modèles et pas forcément ne miser que sur un seul modèle. Donc c'est le cas par exemple de la Nouvelle Agriculture qui vient de lancer très récemment, je crois, au tout début du mois d'avril, là, son premier produit végétal, donc avec des feuilles d'épinards qui respectent les critères très exigeants de la haute valeur environnementale, puisqu'ils affichent le label sur le packaging. Ça veut dire qu'ils ont atteint le niveau 3 de ce cahier des charges. On peut aussi citer McDo qui fabrique ces petits pains, donc les buns des burgers, avec du blé issu de la filière CRC, qui est une démarche filière avec l'ensemble des acteurs qui sont engagés de l'amont à l'aval pour produire différemment, en tout cas mieux, avec des céréales françaises qui sont favorables à la biodiversité. Dans la multitude de ces nouveaux modèles agricoles qui émergent, le stockage de carbone dans les sols est un enjeu clé et majeur pour le climat. On peut citer par exemple la démarche Sol Vivant qui a été lancée par Earthworm Foundation, donc ex-TFT,
Donc c'est une ONG qui s'est associée avec plusieurs acteurs déjà, tels que Lidl ou Nestlé. L'idée, c'est de les accompagner dans la transformation de leur chaîne de valeur en travaillant notamment sur l'amont agricole. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est dans une démarche d'in-setting, c'est-à-dire que les acteurs, en tout cas les marques ici qui s'engagent, travaillent donc sur leur propre chaîne de valeur et donc travaillent avec les agriculteurs et les éleveurs qui composent l'amont agricole. L'idée étant, en fait, l'ONG accompagne les agriculteurs à changer leurs pratiques pour aller vers des pratiques de l'agriculture régénérative qui a de multiples bénéfices. Donc, bien sûr, le stockage du carbone dans les sols qui est augmenté, mais aussi des sols vivants et qui vont donc être des sols en meilleure santé, qui vont apporter plus un meilleur rendement pour les agriculteurs et aussi des bénéfices pour la biodiversité. Dernier exemple, c'est le cas de Bell qui a annoncé très récemment qu'ils souhaitaient investir leur crédit carbone dans des projets lancés par les éleveurs de la BPO qui seront demain labellisés bas carbone. Donc le label bas carbone qui est le premier outil de certification climatique adopté par la France, qui vient garantir la séquestration du carbone ou la diminution de gaz à effet de serre effective des projets qui sont labellisés. Huitième tendance, donc s'engager pour le climat. S'engager pour le climat, donc comment? En maximisant par exemple les énergies renouvelables. C'est le cas par exemple de Loué, qui est la première marque alimentaire autonome en électricité grâce aux énergies renouvelables, donc avec la mise en place de éoliennes ou de panneaux solaires. Ou encore de Budweiser, je crois, qui a été abordé lors de la conférence de la semaine dernière, qui s'est engagé à horizon 2025 à brasser l'ensemble des bières en utilisant 100% d'énergie renouvelable. On a aussi de plus en plus de marques, alors des groupes, mais aussi des marques qui s'engagent vers la neutralité carbone. Donc Vasa, par exemple, est devenu aujourd'hui 100% CO2 compensé. En ayant réduit, bien sûr, dans un premier temps, c'est la première étape nécessaire pour atteindre la neutralité carbone, donc en ayant réduit ses propres émissions de CO2 et en compensant ses émissions résiduelles incompressibles, en contribuant à des projets qui sont certifiés VSC, donc qui est le Voluntary Carbon Standard, un programme de compensation carbone volontaire qui est reconnu au niveau mondial. Et Vasa, dans son cas, investit dans des projets en lien avec les forêts. Neuvième tendance, s'engager dans l'éco-circularité. Donc, c'est un mot, on va dire, assez à la mode dernièrement. On a de plus en plus de marques, en tout cas, qui parlent de cette éco-circularité. Donc, c'est quelque chose qu'on avait au début, qui était arrivé vachement avec la tendance du cradle to cradle, c'est-à-dire que on ne réutilise pas des nouvelles matières pour fabriquer quelque chose. En tout cas, on essaie de s'inscrire dans une circularité sur son modèle de production. Donc, c'est une notion qu'on entend beaucoup dans tout le domaine des emballages, donc avec une volonté de ne plus être sur des emballages avec du plastique à usage unique. Donc, on a de nombreuses marques qui sont vocables sur le sujet. Pour en citer une très dernièrement, c'est le cas par exemple de Lipton qui a sorti donc le mois dernier ces toutes nouvelles bouteilles qui sont fabriquées à 100% avec du plastique issu du recyclage. Mais on pourrait aussi parler donc de Candia qui a lancé ses nouvelles briques en carton en remplacement de ces bouteilles en plastique. Ou dernièrement de Daddy qui a abandonné le sachet plastique pour ses nouveaux emballages. L'éco-circularité, c'est aussi, en allant un cran plus loin, de s'affranchir complètement des emballages. Donc, on a pu voir notamment Faire Bien de Danone, qui est la première marque de yaourt à avoir testé le vrac en magasin spécialisé. On a aussi, on observe de plus en plus l'émergence d'épiceries, on va dire, en vrac, au-delà on va dire, de la partie vrac qui était dans les magasins spécialisés bio. Donc, c'est le cas, par exemple, de Day by Day, qui a émergé pas mal, en tout cas à Paris, et Carrefour aussi, qui propose aujourd'hui de venir avec ses contenants, ses Tupperware pour aller se servir sur les rayons fromage et charcuterie, par exemple. Et enfin, dernier aspect, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Too Good To Go a lancé en janvier 2020, tout récemment, le pacte
le pacte pour les dates, sur les dates de consommation. Donc, c'est un pacte qui est en train d'être rejoint par de plus en plus d'acteurs de l'agroalimentaire. L'ambition derrière ce pacte, c'est de clarifier les dates de consommation pour le consommateur dans un objectif de réduire le gaspillage alimentaire qui est aussi souvent associé à une mécompréhension de toutes ces dates inscrites sur nos produits. Et enfin, dernière tendance de marque engagée, donc être une marque contributive. Donc on a de plus en plus d'entreprises qui s'engagent sur cette notion de contribution, c'est-à-dire dans la volonté non pas seulement de limiter ses impacts négatifs, entre guillemets, de faire son travail en n'ayant aucun impact négatif, mais dans une idée d'apporter une plus-value et d'avoir un impact positif et donc de contribuer quelque part à ce monde face aux nouveaux enjeux. Donc on a par exemple les entreprises à mission, on peut citer Léa Nature qui est devenue la première entreprise à mission en France. On a également le mouvement Bicorp qui est rejoint par de plus en plus d'acteurs, alors pas que de l'agroalimentaire bien sûr, hein, des autres secteurs également, mais en tout cas dans l'agroalimentaire, donc beaucoup d'entreprises, mais aussi des groupes qui rejoignent ce mouvement avec des ambitions différentes, des ambitions au niveau marque ou au niveau vraiment des multinationales. C'est le cas par exemple de Danone qui a aujourd'hui plusieurs de ses marques et de ses entités de par le monde qui sont labellisées Bicorp, certifiées Bicorp, mais qui affichent une volonté de devenir l'une des premières multinationales certifiées. Et puis nous, à notre niveau, comme le disait Isabelle au début, on est fiers d'avoir rejoint aussi ce mouvement cette année et d'être certifié Bicorp également. Et le dernier point, c'est les consommateurs. Donc on l'a vu au travers d'autres des tendances au-dessus qu'on a présentées que cette volonté de collaborer, de co-construire avec le consommateur, en tout cas d'impliquer encore plus ce consommateur dans les décisions qui sont prises par les marques, qui est aussi un bon moyen de concrétiser parfois le côté peut-être déclaratif. On en parlait sur le prix, je suis prêt à payer plus, mais est-ce que dans les faits, je le fais vraiment quand je suis au moment de mon acte d'achat? En tout cas, le fait d'intégrer le consommateur dans une réflexion et dans une collaboration, ça vient concrétiser ces attentes, enfin, ce passage à l'acte. C'est le cas, par exemple, ici, donc on a mis plusieurs exemples, mais de Carrefour avec Mimosa, qui invite les consommateurs à soutenir à leur côté les agriculteurs en s'investissant dans des projets concrets qui sont proposés sur la plateforme commune. Une notion de contribution qui est très visible, en tout cas vu le contexte aujourd'hui et face à la crise du Covid. On le voit alors pas seulement dans le secteur de l'agroalimentaire, bien sûr, mais dans tout secteur confondu, qu'on a une contribution renforcée de la part des marques qui s'engagent face à la crise, que ce soit via le don de denrées, via la livraison de repas pour les soignants, avec ou par exemple le Monoprix qui a lancé le portail blanc, c'est-à-dire un service de livraison de courses prioritaire aussi pour les hôpitaux et le personnel soignant, ou encore la création de fonds de solidarité qui ont été faits par C'est qui le patron, mais par d'autres acteurs aussi, tels que la Fondation Carrefour, pour récolter des fonds pour soutenir les hôpitaux et les soignants face à la crise. Voilà, donc on a passé en revue les 10 grandes tendances qui sont adoptées par les marques alimentaires pour répondre aux attentes du nouveau mangeur. Des choses qui ne sont pas complètement nouvelles, mais qui continuent à être très fortes, très importantes, qui peuvent un peu, comme le végétal, se transformer. Des choses un peu plus récentes, puisqu'on a vu la question du climat vraiment prendre beaucoup plus de place, à la fois dans les médias, dans les attentes des consommateurs, un début de compréhension peut-être un peu plus aussi de la part du grand public de cette question du climat et cette mobilisation très forte de la jeunesse sur le sujet, et face à ça des marques qui apportent des réponses avec les premières démarches carbone neutres, donc des évolutions, des nouvelles choses, et en tout cas quelle que soit la tendance que la marque ou que l'entreprise adresse, parce qu'elle a des réponses différentes à apporter selon son secteur, selon son histoire, selon qui elle est.
il y a pour nous en tout cas 3 clés très importantes pour répondre aux attentes actuelles. D'abord, savoir se raconter. Il y a une attente très forte de la part des consommateurs de comprendre qui sont les marques, qui sont les entreprises, qui sont les hommes et les femmes qui sont derrière l'entreprise et derrière la marque. On ne cesse de le dire, nous, depuis 10 ans chez LinkUp, il faut arrêter avec cette boîte noire qu'est le secteur agroalimentaire. Les consommateurs ne savent pas ce qui se passe en amont des marques, ne connaissent pas bien ce secteur, ne comprennent pas ce qu'est une usine agroalimentaire. On a vu un mouvement depuis quelque temps d'ouverture des usines, de prise de parole de ceux qui produisent, de ceux qui fabriquent. Il faut savoir se dévoiler, il faut trouver le moyen de le faire à sa manière. Pour chaque marque, c'est différent. Savoir réinventer la transparence, on l'a vu avec la blockchain, raconter d'où viennent ces ingrédients, comment on produit, comment on travaille. La traçabilité sur les ingrédients est quand même assez développée, va continuer à se développer, mais n'oublions pas aussi que la chaîne agroalimentaire, c'est aussi des gens qui transforment. Et une étape de transformation qui n'est pas comprise, mal interprétée, il faut racontez ce qui se passe dans vos usines, hein, pour ceux d'entre vous qui nous écoutent et qui êtes des industriels de l'agroalimentaire. Il faut montrer le soin et l'attention que les hommes et les femmes qui font la marque et l'entreprise apportent chaque jour à l'élaboration des produits. Il y a beaucoup de questions qui nous arrivent sur ce que la crise du Covid va changer sur un certain nombre de sujets. Il y a un élément qui est sûr, c'est que ce qu'on a découvert grâce à cette crise, c'est justement qu'il y avait des hommes et des femmes mobilisés parce qu'aujourd'hui, parmi ceux qui ne sont pas confinés, parmi ceux qui tous les jours s'exposent à la maladie pour aller travailler, il y a évidemment les soignants à nouveau qu'on remercie tous les soirs de manière extrêmement sincère, je pense. Mais il y a aussi les gens qui travaillent dans les usines agroalimentaires, les gens qui permettent de tenir les magasins, de remplir les magasins. Et je pense que les Français ont redécouvert en fait ou ont découvert ces gens à travers leur mobilisation, à travers le fait que tous les jours ils s'exposent pour permettre à chacun d'entre nous de pouvoir se nourrir. Donc je pense que ça, il y aura un avant et un après la crise sur ce sujet-là. Je reviendrai après sur les autres points et sur les autres questions. Mais en tout cas, il faut se raconter, il faut se dévoiler, il faut s'exposer un petit peu plus et ne pas laisser que les marques en tant que marque, en tant qu'entité abstraite s'exposer. On ne fait pas confiance aux organisations, on fait confiance aux hommes et aux femmes. Il faut aussi être sincère, montrer sa sincérité, ce en quoi la marque croit fondamentalement. Il faut réfléchir à la légitimité aussi des engagements qu'on prend et des discours qu'on porte. Il faut qu'ils soient légitimes, il faut qu'on ait une raison historique, de savoir-faire pour développer un engagement, pour prendre position, pour éviter l'effet d'opportunisme, l'effet social washing, RSE washing, ou le manque de cohérence aussi. Le fait de pousser très fort les feux sur quelque chose et d'avoir par ailleurs sur un autre pan de son activité pas du tout adressé les sujets, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir tout coché, tout réussi, tout atteint, mais il faut être honnête avec soi-même, il faut regarder ses risques en face, les adresser progressivement mais honnêtement, et être sincère aussi dans son discours, montrer là où on est arrivé, là où on n'est pas arrivé, pour être voilà, complètement crédible et légitime. Et s'engager, on l'a dit, il faut s'emparer d'un combat pour aller au-delà des engagements pris par le secteur et apporter sa contribution à son écosystème. Il est voilà, de plus en plus important sa contribution pour pouvoir franchir de nouveaux caps dans le fait de renouer la confiance, dans le fait de révéler l'utilité sociale des marques, raconter en quoi les marques et les entreprises ont à apporter leur pierre à l'édifice, puisqu'on est convaincu chez LinkUp, et nous ne sommes évidemment pas les seuls, que cette grande transformation que nous devons tous vivre et ce défi de nourrir le monde de manière plus durable et plus responsable ne pourra pas se faire évidemment sans le secteur économique et sans les entreprises agroalimentaires. Et chaque entreprise et chaque marque a son rôle à jouer et doit pouvoir apporter sa contribution et le raconter également. Donc il y a un véritable glissement à opérer pour les marques.
de passer de la marque responsable qui finalement est devenue le nouveau contrat de base, le fait de limiter ses impacts, de réduire son impact sur l'environnement, sur la société, et d'avoir un impact responsable et d'avoir une relation de responsabilité avec ces différentes parties prenantes, c'est maintenant devenu l'attente pour aller vers la marque contributive qui a une utilité sociétale, avec une petite faute, l'utilité sociétale qui a un impact positif, qui est contributif, qui apporte sa contribution et qui, parce qu'elle a une capacité d'innovation, parce qu'elle a une capacité à faire le lien entre la production agricole et le consommateur, parce qu'elle a la force de production, il y a beaucoup de contributions que le secteur alimentaire et que les marques et les entreprises peuvent apporter. Il faut le maximiser et le faire savoir. Voilà pour la présentation. On va essayer de répondre aux questions qui sont, voilà, comme ça vous nous voyez, qui sont arrivées entre-temps. Donc, il y avait une première question sur notre perception de la loi, des effets de la loi Egalim, si je ne me trompe pas. Alors, on n'a pas fait, nous, on n'est pas des experts de ce sujet. Ce qu'on en voit, nous, à travers les marques qu'on accompagne, d'abord, c'est peut-être un peu tôt après cette première année pour vraiment en tirer un retour d'expérience. Il faut certainement prendre un peu de recul et attendre de voir comment les choses vont s'implémenter dans le futur. On a vu qu'il y a quelque chose d'assez compliqué sur un certain nombre de produits qui sont très soumis à promotion et qui traditionnellement avaient des volumes importants en promo. Là, il y a un changement à opérer et un effet qui aujourd'hui est difficile et qui a des impacts un peu compliqués pour toute une partie des rayons ou pour toute une partie des produits. Il y a des effets positifs pour certains, dans certains autres domaines, pour les agriculteurs, sur certains secteurs avec une meilleure stabilité des prix ou des premiers effets positifs et des engagements qui ont été pris sur la rémunération et des alliances entre des marques et des distributeurs sur ce sujet-là. Donc, on voit quand même des premiers effets, mais c'est un peu tôt peut-être pour tirer des enseignements. Il y avait une autre remarque, question-remarque, qui est tout à fait juste sur, par rapport à je pense que c'était par rapport à l'attente d'éthique vis-à-vis des producteurs, le fait que les coopératives agricoles sont certainement une manière de répondre et ont en tout cas des réponses à apporter aux consommateurs et à cette attente de lien direct avec les producteurs. C'est tout à fait juste. On souscrit tout à fait à ce point. Les coopératives ont vraiment un rôle à jouer et ont beaucoup d'atouts à révéler pour répondre à l'attente des producteurs, des consommateurs. Néanmoins, les consommateurs français connaissent très mal le modèle coopératif et comprennent très mal le modèle coopératif. Donc, les coopératives ont vraiment quelque chose à faire pour faire mieux comprendre ce modèle, le fait que ce sont des producteurs, des agriculteurs qui se sont alliés pour avoir leur propre outil de production, pour avoir leur propre marque, pour gérer entièrement la filière. Il faut absolument le réexpliquer parce que c'est pas du tout connu et compris. Et à ce titre-là, elles pourront vraiment immerger ces marques de coopératives. Des chiffres sur l'indice de confiance du bio, pas à ma connaissance. Je ne sais pas si Virginie, toi, tu en as vu. Là, j'en avais quelques-uns de côté, mais je pense qu'il faudrait aller chercher des infos un peu plus en détail. Mais pour déjà donner quelques chiffres, là, pour répondre tout de suite à la question, on a donc pour 48% des Français, une alimentation de qualité est associée à des produits bio ou naturels. Donc, en tout cas, le bio a une bonne vision. Donc ça, c'est des chiffres qui datent d'octobre 2018 selon un sondage réalisé par OpinionWay. Il y a un autre chiffre qui date de 2019 qui a été diffusé par l'agence bio. On a 71% des Français qui consomment bio une fois par mois et 12% tous les jours. Donc là, on est plus sur un chiffre de consommation et moins sur, on va dire, le niveau de confiance des consommateurs, mais qui reflète aussi quelque part ce niveau de confiance.
Ce qui est sûr en tout cas, c'est que cette tendance du bio plus qu'on a expliquée, elle répond à deux choses. Elle répond à une défiance croissante vis-à-vis du bio sur laquelle je ne peux pas vous donner de chiffres, mais qu'on voit, ne serait-ce que par le traitement médiatique de ce sujet. Y aurait-il du faux bio et du vrai bio? Y aurait-il du bio authentique et du bio industriel? Donc il y a effectivement cette défiance montante qui va avec le succès croissant du bio, hein, le fait qu'il se mainstreamise, c'est pas très beau comme mot, mais le fait qu'il se généralise, qu'il soit plus accessible, qu'il soit aussi de plus en plus préempté par des acteurs historiquement non bio, par des grands distributeurs, le fait que du coup le bio perdrait son âme est quelque chose qui est certainement de plus en plus présent dans l'esprit des consommateurs. Donc ce bio plus, c'est une manière d'aller au-delà et de répondre à ça. Et puis c'est aussi les acteurs historiques de la bio qui eux veulent regagner un temps d'avance et se redonner les moyens avec ce bio plus ou ce bio plus exigeant ou ce bio plus militant, plus engagé, comme c'est le cas pour Biocop, d'émerger face à des gros acteurs qui arrivent sur leur domaine et qui peuvent les mettre vraiment à mal. Voilà, pour le label HVE et sa notoriété, on pourra chercher et peut-être vous faire passer des chiffres. Moi, j'en ai pas connaissance. S'il y a une étude spécifique là-dessus, c'est pas un label qui est très connu et c'est un label qui est très technique. C'est pas un label très connu parce que il est très exigeant, donc, et pour pouvoir communiquer, comme le disait Virginie, il faut être au niveau 3. Donc, ça veut dire que il n'y a pas de nombreuses marques qui communique aujourd'hui sur ce label et donc sa notoriété reste quand même, à mon sens, assez faible. Il y avait une remarque aussi ou une question sur les marques patrimoniales. Donc, je comprends les marques un peu historiques, plus classiques et plus traditionnelles versus des nouvelles marques. Je ne sais pas si c'est ça la question, mais en tout cas, effectivement, nous, on observe aussi, hein, on suit ce mouvement des petites marques RSM natives. Nous, on appelle ça les marques RSM natives, hein, dont le contrat va être dès l'origine un contrat RSE-RSM, versus des marques historiquement très installés qui vont amorcer et qui ont amorcé depuis longtemps une démarche RSE, qui vont petit à petit faire monter ces engagements dans la marque. Nous, c'est ce vers quoi on accompagne beaucoup de nos clients. C'est pas simple parce que c'est plus facile de démarrer tout de suite avec un contrat qui est positionné autour de l'engagement, parce que tout le discours de la marque va porter autour, parce que c'est aussi plus facile de créer de toutes pièces et from scratch une marque avec des petits volumes et à petite échelle avec des engagements très forts. C'est plus compliqué de modifier en profondeur un business model existant à grande échelle. Ça, c'est pas forcément quelque chose qui est très bien compris et facile à faire comprendre aux consommateurs. Donc oui, il y a des efforts très forts à mener pour les plus gros acteurs et pour les acteurs historiquement non RSM centriques ou RSE centriques, pour faire comprendre leurs contributions et leurs engagements. Et c'est un effort de communication, de positionnement, mais c'est aussi, comme on le disait tout à l'heure, de sincérité, de combat, de visibilité du combat. Il y avait ensuite une question sur la manière dont toutes ces marques communiquent. Alors, c'est un peu difficile d'y répondre là en quelques minutes. Je pense qu'il y a des éléments de réponse dans notre toute dernière slide. Pour nous, les clés du succès, c'est une communication sincère, une communication, une posture d'humilité aussi, parce qu'on est sur des sujets complexes, sur des sujets sur lesquels on n'est jamais complètement arrivé. Donc, il faut arriver à faire évoluer la communication de la marque pour intégrer ces nouveaux sujets. Et parfois, ça implique un changement de posture de la marque et de sa communication. Mais il faut aussi commencer à travailler ces plans d'action, ces plans de communication en intégrant ces réflexions-là, en trouvant son propre territoire. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une communication qui peut être one-shot. Donc, c'est forcément une communication qui s'installe dans le temps avec un fil rouge pour pouvoir montrer aussi qu'on tient ses engagements dans le temps, qu'on progresse et qu'on n'est pas dans des effets d'opportunité. Encore une fois, c'est vraiment un risque énorme d'être vu comme opportuniste sur ces sujets. Il faut montrer que l'engagement, il tient dans le temps, qu'il se construit dans le temps.
Il y a eu donc beaucoup de questions sur ce que la crise actuelle qu'on est en train de traverser va changer. Alors, il y avait une question spécifique sur le vrac. Est-ce que le vrac va pas remettre en cause, enfin, est-ce que la crise sanitaire va pas remettre en cause le vrac? C'est une remarque très juste et je crois que la personne qui a posé la question a mis un lien vers un article, donc on ira regarder parce que ça sera très intéressant à suivre. Oui, très certainement. Les gestes barrières qu'on nous recommande d'adopter depuis un certain temps maintenant ne s'accommodent pas très bien du vrac où on peut avoir un contact direct avec la marchandise, avec le produit. Donc, ce sera à suivre de voir comment le vrac, est-ce qu'il va y avoir des nouvelles consignes, des nouvelles façons de faire et de se servir et des choses un peu plus safe pour se servir du vrac parce qu'en même temps, c'était quand même une tendance hyper forte sur laquelle aussi beaucoup de distributeurs ont investi avec des rayons spécifiques. Donc à suivre. J'ai pas la réponse là, malheureusement, on est en plein dedans. Et sur ce que la crise va changer, certainement beaucoup de choses. Elle va changer beaucoup de choses dans nos vies globalement, pas que sur le secteur alimentaire. On est en plein dedans, donc encore une fois, on n'a pas le recul pour en tirer des conclusions. Mais ce qui est sûr, c'est que l'envie et la volonté d'avoir une communication plus locale va en être que renforcée, bien évidemment, puisqu'on va être dans certainement une remise en cause et une crise du modèle mondialisé. Ça, c'est sûr qu'il va y avoir un impact de ce point de vue-là. C'était une tendance déjà très forte, mais qui va certainement se conforter. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'on a tous redécouvert aussi vraiment l'importance de toute cette chaîne, des producteurs et de ceux qui transforment et de ceux qui produisent et de ceux qui distribuent, de l'importance de notre alimentation et si ça peut contribuer à redonner de la valeur aussi à notre alimentation dont la part dans les dépenses des ménages, pardon, ne cesse de baisser. Hein, on doit être autour de 13% aujourd'hui du budget des ménages. Si on peut accorder de l'importance, de l'intérêt, reprendre conscience de l'essentialité de notre alimentation et de tous ceux qui la font, peut-être ce sera un des éléments positifs de cette crise qui est par ailleurs dramatique. Alors, pendant que je répondais, il y a d'autres questions qui sont apparues, donc j'ai peut-être un peu perdu le fil. Oui, alors Olivier, tu nous signales que c'est InVivo la première entreprise à mission française. Donc, merci pour ce rectificatif. Et d'ailleurs, InVivo est une coopérative. Donc, ça rejoint aussi un autre point. Donc, merci à tous pour toutes vos remarques et vos contributions. Comment dissocier réel engagement RSE des marques et greenwashing? Vaste sujet. Il y a des ONG qui veillent au grain, il y a des médias qui font ce travail aussi. C'est pas toujours facile. Il y a parfois des engagements qui peuvent nous sembler aussi à nous qui sommes plus experts que les consommateurs classiques, qui peuvent nous sembler un peu légers, un peu discutables, ou la manière de l'exprimer pas toujours très juste. Parfois, ça peut être de la maladresse. Peut-être ce n'est pas vraiment du greenwashing, mais ça peut être de la maladresse. Voilà, il y a des marques qui se font, et des entreprises qui se font parfois rattraper par la patrouille. Hein. Petit Navire a payé les frais d'une communication sur ses engagements qui était peut-être un peu prématurée et s'est fait rattraper par Greenpeace sur d'autres pratiques qui étaient moins acceptables. Donc, c'est parfois pointé, parfois ça passe inaperçu, mais en tout cas, ça va. Les consommateurs sont quand même de plus en plus vigilants et de plus en plus experts, donc le greenwashing patenté aura certainement pas trop de beaux jours devant lui. Les tendances sont-elles dans l'ordre d'importance? Non, elles étaient dans une logique, comme quelqu'un l'a dit juste après, elles sont pas rankées. Il y avait quelque chose d'un peu historique, c'est-à-dire qu'on a mis plutôt au début des tendances déjà bien installées, qu'on observe depuis longtemps, et vers la fin des tendances plus récentes. Voilà, mais elles sont pas par ordre d'importance, et c'est pas vraiment possible en fait d'en dégager qui soient plus fortes que d'autres. Il y en a qui sont plus récentes, donc qui vont certainement reprendre encore de l'ampleur et se généraliser, alors que d'autres sont déjà plus pris par beaucoup de marques. Mais après, c'est très variable aussi
quelle tendance nous concerne et à quelle tendance répondre selon le métier qu'on fait, selon les produits qu'on produit, selon sa chaîne de valeur. Est-ce qu'on se fournit localement? Est-ce qu'on sont des produits qui viennent de plus loin? Donc voilà pour répondre à la question du ranking. Voilà, il y a des membres de l'équipe LinkUp qui répondent aussi en direct. Merci pour votre coup de main. Existe-t-il une réglementation propre au vrac? Dans l'alimentaire, il y a des interdits ou des limites. Alors, il y a des règles sanitaires, Sophie, pour répondre à ta question. Mais je pense que, effectivement, comme ça a été très justement souligné par un autre participant, les choses vont peut-être bouger avec la crise qu'on est en train de traverser. Donc oui, il y avait des règles sanitaires, bien sûr, qui étaient appliquées. Et puis le vrac, aujourd'hui, ne s'applique pas à un certain nombre de produits frais à risque sanitaire plus élevé. On a vu le vrac se développer beaucoup sur des produits secs, hein, même s'il y a eu un test de Danone sur le yaourt. Donc celles qui vont se renforcer avec la crise du Covid, j'ai en partie répondu. Sur le vrac, Sigrid de l'équipe LinkUp apporte une réponse. Comment les consommateurs ressentent et comprennent les multiples labels proposés par les marques sur leur pack, confusion ou réassurance. Laura, oui, c'est une remarque intéressante et importante. Ils sont encore, d'après ce que nous on voit dans les études, ils sont encore rassurés par les labels on-pack, mais parce que, comme ça a été d'ailleurs dit par M6 dans notre conférence de la semaine dernière, une majorité, je crois que c'était plus de 60% des consommateurs, disent ne pas savoir reconnaître une marque engagée. Donc en fait, il y a un défaut encore de capacité à identifier les marques engagées ou peut-être à les croire. Et du coup, les labels on-pack continuent à apporter un élément de réponse. Il y a des études, hein, il y avait un article de LSA qui présentait les labels les plus connus et les labels en lesquels les consommateurs avaient le plus confiance. Ce n'étaient pas forcément les mêmes d'ailleurs. Donc il y a des niveaux de confiance différents selon le label. Après, certainement qu'il y a trop de labels et que trop de labels tue le label et que ça va aussi engendrer de la confusion. Voilà, donc ça dépend de quel label on parle en fait. Un avis sur le programme TerraCycle. Alors, je ne sais pas auquel vous faites référence, si c'est Loop ou si c'est les autres démarches de TerraCycle. Mais le programme Loop, c'est un peu difficile aussi d'avoir un avis. Aujourd'hui, il est quand même à un stade expérimental. On n'a pas vraiment beaucoup de... Enfin, je ne crois pas qu'ils aient communiqué sur un retour d'expérience, donc c'est un peu tôt, peut-être pour se prononcer sur cette démarche qui est aujourd'hui quand même réservée à seulement aux Parisiens et à ceux qui sont informés, qui ont fait l'effort de s'inscrire, etc. Donc, je pense que c'est un petit peu tôt. C'est un modèle nouveau, innovant, qui a le mérite on va dire, d'être pilote pour expérimenter une nouvelle manière de gérer la question des emballages. Voilà, donc ça sera... Il y a certainement encore beaucoup de choses à optimiser et notamment, je ne sais pas s'ils ont communiqué déjà ou pas sur un peu l'empreinte carbone de tout ça, mais ce sera à suivre. Donc, je ne peux pas trop vous en dire plus aujourd'hui. Le label HVE est en très grande majorité viticole. Oui, c'est vrai que ça a été quelque chose qui a été très développé par le milieu viticole, qui a été très moteur sur ce label, qui aujourd'hui, on le voit exister aussi sur d'autres démarches et notamment tout ce qui va être maraîchage. Mais effectivement, il est peut-être mieux connu hein, des amateurs de bon vin. Peut-être que du côté de ces consommateurs-là, il y a une meilleure connaissance de ce label, mais c'est vrai qu'il n'est pas encore très connu. Il y a des gens qui nous disent au revoir. Les grands distributeurs ont lancé des accords HVE avec les COP régionales pour toutes les productions où le bio est difficile ou impossible. Les PAC et le MDD commencent à diffuser ce label. Donc, c'est un label qui va, merci pour cette contribution, c'est un label qui va peut-être gagner en notoriété. Alors, Annabelle nous apporte un élément de réponse sur les labels. Il s'agit de la première source d'information utile pour les consommateurs, notamment auprès des plus jeunes. Voilà, ça
ça rejoignait ce que je disais par rapport à cette recherche d'informations et ces consommateurs qui ont du mal à identifier des marques engagées que M6 a mis à jour dans son étude. Donc, effectivement, les labels restent un point d'ancrage pour être… voilà. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Je ne sais pas. Oui, il y a une question sur y a-t-il des tendances plus fortes que d'autres? Donc là, j'ai répondu. Et est-ce que ces initiatives ne risquent-elles pas de rendre les consommateurs plus confus ou plus perdus? Il y a un risque, hein, effectivement. Le consommateur, il est un peu perdu entre toutes les injonctions déjà. Je pense que pour ceux qui pourront être avec nous la semaine prochaine sur le changement de comportement, on reparlera des injonctions et du fait que ça crée aussi de la résistance. Le consommateur, il est perdu au milieu de toutes les injonctions. Lui, ce qu'il souhaite, c'est être un consommateur plus responsable, continuer à consommer, mais consommer mieux. Et il a besoin de marques alliées pour cela. Donc, c'est sûr que toutes les initiatives répondent en partie à ces attentes et en même temps contribuent aussi à créer un bruit autour de tout ça. Il ne sait plus forcément comment faire son choix, quels critères s'accrocher. C'est pour ça il utilise aussi des applis qui sont en plus des tiers de confiance pour l'aider à faire son choix. Donc, il va chercher à avoir des éléments de réassurance, à avoir des décryptages. Voilà, on a vu aussi la note globale, hein, dont on n'a pas parlé là, mais qui est aussi un élément intéressant pour montrer comment on essaye de répondre à la nécessité pour le consommateur à un moment de faire une synthèse entre toutes ces dimensions d'une alimentation plus durable. Donc oui, il va certainement avoir besoin de plus en plus de repères pour s'y retrouver parce que c'est difficile et chacun fait un petit peu sa petite cuisine en choisissant de privilégier plutôt une dimension plutôt qu'une autre et c'est difficile de tout cocher, de tout croiser. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. Oui, il y a quelqu'un qui a juste pour partager, si vous n'avez pas regardé tout le fil, quelqu'un nous parle de la nouvelle norme RSE Agro 26030, qui doit donc être dans la même logique que la certification 26000. Virginie, tu la connais? C'est ça, elle vient rajouter un cadre pour les entreprises pour faire suite du coup à la norme ISO 26000. Donc la norme ISO 26030, donc responsabilité sociétale et développement durable. Donc il donne des lignes directrices pour l'utilisation de la norme ISO 26000 et je vois que Sigrid a mis un lien pour aller directement du coup sur le site de AFNOR qui donne des détails sur cette norme. Merci Emmanuel Audouin pour avoir partagé avec nous. C'est effectivement très intéressant. On va s'y pencher. Voilà, on va arriver au terme de notre visio. Merci à tous. Un grand merci pour votre présence. On était ravis de partager toutes ces réflexions et tout ce panorama avec vous. Merci aussi pour vos questions qui étaient toutes très pertinentes et pour vos contributions et les réponses que certains d'entre vous ont apportées en live. Ça nous fait nous aussi découvrir de nouvelles choses et envisager les choses sous d'autres angles. On vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis, on vous donne rendez-vous jeudi prochain à 9 h pour une conférence qui sera présentée par Sandrine Raffin, Philippe Raffin et Patricia Gurviez sur le changement de comportement. C'est un sujet passionnant, donc je vous invite vraiment à le noter dans vos agendas, à vous inscrire auprès de Caroline. Et à très vite